Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité avant une opportunité d'investissement sur Sherwin-Williams Company. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, encore une fois, nous avons ici un dividende aristocrate. Donc, on continue avec notre étude des entreprises, des différents dividendes aristocrates ici sur le plan quantitatif pour essayer de déterminer laquelle pourrait être intéressante au prix actuel. OK? Donc, on a à peu près déjà passé VF Corp, Stanley, Church, à peu près Realty Income ici, SPGI. Je pense pas, mais si on n'a pas fait, on va passer par toutes ces compagnies, on va toutes les faire. Ne vous inquiétez pas. Walgreens également, on l'a fait. Donc, Sherwin-Williams, ici, c'est un spécialiste de la distribution et de la fabrication de peinture. D'accord? Donc, très lié, quand on parle de peinture, on voit directement le secteur de la construction, de la rénovation. D'accord? Donc, secteur construction, rénovation, cyclique, on a dit que si ça baisse, on pourrait peut-être avoir une opportunité d'investissement en cas de difficulté du secteur voilà, de l'environnement global ici de l'économie. D'accord? On pourrait avoir une opportunité sur Sherwin-Williams. D'accord? Ça, c'est en théorie. OK? Donc, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on observe ici? Vous savez généralement qu'on va déjà regarder le revenu. Qu'est-ce qu'on a en termes de revenus en date d'aujourd'hui pour essayer de regarder la tendance? Est-ce qu'on a une croissance ou une stabilité des revenus? On a une croissance des revenus ici. On aime ça. La croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition ou de manière organique? On peut constater ici que c'est les deux. C'est un mix des deux. Mais en tout cas, la plus grosse acquisition a eu lieu ici aux environs de 2017 par là. D'accord? 2017 par là. Donc, on continue ici. Vous voyez qu'il y a un grand boom ici. Donc, pour le moment, le revenu est croissant, d'accord. En termes de pourcentage ici, qu'est-ce qu'on observe en termes de pourcentage sur les 10 dernières années? On a quoi? 8%. Sur les 5 dernières années, nous avons quoi? 10%. Sur les 3 dernières années, nous avons quoi? 5%. On a au moins 5% sur les années à venir. Au moins 5%, ok? Donc, c'est que de l'information, je prends 5%. En termes de potentiel de croissance ici, par rapport aux prévisions des analystes, ici, on met S, H, W, on met boum, on arrive là et on va directement regarder ce que les analystes pensent. Ça reste à prendre avec des pincettes, ok? Alors, on regarde ici le management, on va regarder ce que le management pense également. Ici, on prend ça, show label, on met boum, et c'est comme ça, voilà. On s'attend à peu près à avoir des revenus de 21 milliards 900 en 2022, 21 milliards 900. En termes de management, ici, ça tend à peu près à avoir combien? À peu près 21 milliards 900 par là, ok? Donc, le bas niveau, le guidance low ici est de 21,474 et le guidance high est de 21,94. Donc, on met ici 21 milliards 900. Donc, 21,9. On enlève ça, tac, 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 on fait 21,9 dans un environnement normal. Ça ne semble pas... Quand on regarde la tendance ici à long terme, on se rend compte que voilà, les analystes pensent qu'on aura une croissance assez élevée. La croissance va continuer dans les années à venir. Mais ça reste toujours dans un environnement normal. OK? Donc, on prend d'abord ce qui nous est donné ici aujourd'hui. En termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, on va comparer les net income avec les free cash flow. Vous allez vous rendre compte que les net income et les free cash flow avaient tendance à être de bons amis par le passé, mais depuis un certain temps, ils ont commencé à aller chacun de leur côté. En tout cas, depuis 2018, free cash flow a décidé d'aller dans son coin. D'accord? Enfin, ça nous plaît que free cash flow soit plus élevé que net income. En date d'aujourd'hui, c'est pas trop ça, mais on est sur les 12 derniers mois ici. Sur les 20 dernières années ici, on a à peu près des free cash flow qui ont tendance à être plus élevés que les net income ici. Donc, je vais avoir tendance à prendre les net income ici en termes de marge. Donc, pour avoir une information à peu près correcte, ici, je viens là, je prends ratio parce que sur Coifin, il va falloir que je paye la version premium pour pouvoir moi-même fabriquer ma marge des free cash flow. D'accord? Normalize, donc je ne vais pas mettre normalize ici, je vais mettre ça, net income, et je viens ici, leverage, on met les deux ici, qu'est-ce que ça nous donne? Et je les prends ici en histogramme pour prendre comme ça, et on met le show label, on a ça. En termes de net income, la marge est aux alentours, à vue d'œil, hein, je dis bien là, à vue d'œil, on est aux alentours des 9% par là. OK? 9% sur les dernières années. Je ne dis pas 9,5, je vais mettre 9% ici. Donc, si on ajoute ici ça, oui, on est aux alentours des 9% par là. D'accord? Quand on prend les free cash flow, d'accord, les free cash flow ici ont tendance à aller flirter. Voilà, on pourrait se dire également avec les 9%, hein. D'accord, on va mettre ça ici. Je reviens là et je vais essayer de mettre margin. Margin, 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 margin. De toutes les façons, le dernier recours ici, c'est toujours regarder les rapports financiers par rapport à ce que pense le management. 20 dernières années, 7%, 10 dernières années, 8,98%, prenons presque 9%, 5 dernières années, 9,83%, donc la croissance, les marges sont plus élevées sur les dernières années ici,
sur les 5 dernières années en tout cas. Et c'est une entreprise qui augmente ses marges ici. Donc, elle a également connu une période difficile en 2018 par là. Donc, on peut le mettre ici. Si je fais ça, vous voyez que sur les 5 dernières années, on a 9,35%. 10 dernières années, 9,95%. 5 dernières années, 9,35%. Donc, alors, je vais prendre 9,35%. D'accord? Je n'aime pas utiliser les 35%. Je suis toujours à 9,5 ou bien 10. Je vais prendre 9,35 pour faire simple. 9,35. OK? Nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? D'accord? Diminue. Magnifique. J'aime ça. Donc, 282 millions d'actions ici. Attendez. 262 millions d'actions. Donc, 262, 2, 6, 2. D'accord, en tout cas selon ce logiciel-ci. Maintenant, en termes de PER, ici, on aura tendance à utiliser quoi? Donc, je vais prendre ici d'abord les price to earning. Je vais prendre ici les... Attendez. J'ai pris les marges de net income tout à l'heure pour essayer de comparer à peu près. Ok, oui, c'est bien ça que j'ai pris. D'accord. Donc, je vais prendre les price to earning ici. Donc, vu que ça me donne à peu près l'idée ici, parce que de toute façon, c'est une entreprise qui va peut-être s'échanger au maximum de 20 fois les bénéfices, même si je sais que le marché a tendance à payer des multiples très, très élevés pour cette compagnie, parce qu'elle est qualitative, d'accord? Sur les 20 dernières années, le marché paye 21, 22 fois les bénéfices. Donc, depuis à peu près quelques temps ici, le marché est devenu à peu près fou sur cette compagnie-ci. Sur les 10 dernières années, 26 fois les bénéfices, 5 dernières années, 35 fois les bénéfices. Je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie cyclique. Pas du tout. Ça, c'est mon avis. Donc, comme je l'ai dit toujours, mon raisonnement peut être biaisé par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je comprends, par rapport à l'industrie ici. Donc, je peux également me tromper, mais les entreprises cycliques, même si c'est une belle entreprise ici, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices ici. Dans tous les cas de figure, je vais mettre ici 20, 22, 25, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. OK? Donc, je viens ici, je cherche SHW, Sherwin-Williams, on le met là, boum. Alors, attendez, voilà. Maintenant, nos PER auront tendance à être aux alentours de 20, d'accord, 22 et 25, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. Maintenant, on a déjà pris nos marges ici de 9,35% ici. Alors, la dette nette ici, sur ce logiciel-ci, on donne une dette nette de combien? On a une dette nette ici au dernier trimestre à peu près de 12 milliards. Attendez. 12 milliards 200. OK. Est-ce qu'on a fait une acquisition dernièrement? 12 milliards 200. Ah oui, c'est qu'on a fait l'acquisition ici. Donc, on a 12 milliards 200 ici. En termes de dette nette ici, par rapport à l'EBITDA ici, on a à peu près combien? 3,3. Donc, 12 milliards 900. D'accord? 12 milliards 900. 12 milliards 900, est-ce que c'est la même chose que nous avons à ce niveau-ci? On a combien? 11 milliards 687. Donc, on a à peu près ici 1 milliard 200 ici de différence, ce qui pourrait impacter négativement ici. Donc, on va voir ici que ça pourrait impacter. Donc, 1 milliard, on a à peu près combien? 12 milliards 900 ici, 1 milliard 300, 1 milliard 300, divisé ici par 258. Ça pourrait impacter de 5 dollars ici. OK, parfait. Alors, je vais aller directement ici. 9 points. Notre revenu ici attendu est de combien? 21 milliards 900, OK? 21 milliards 900, d'accord, multiplié ici par 0,935, d'accord, donc ça fait ici 2047, je vais mettre 2050 pour faire simple, 2 milliards 50 millions, ok, 2 milliards 50 millions, 2 milliards 50 millions, donc 2 milliards 50 millions moins la dette nette divisé par le nombre d'actions à 20 fois les bénéfices, ça donne ici 114 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, 130 dollars l'action, et à 25 fois les bénéfices, 154 dollars l'action par là. Il y a une différence de 5 dollars ici par rapport à la dette nette ici qu'on avait. Donc peut-être que la dette nette est plus élevée ici, mais on va le laisser comme ça. De toutes les façons, on a pris le niveau de dette nette ici. Donc je dirais ceci, en date d'aujourd'hui, je ne paierai pas plus de 114 dollars l'action pour cette compagnie-ci, sans prendre en considération la croissance. Ok, on me vend cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui à combien? Elle coûte aujourd'hui à 201 dollars l'action, c'est pas encore une aubaine pour moi. Parce que si elle vient vous distribuer la totalité des free cash flow ici en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir? Donc, on divise ça par la capitalisation boursière ici, à peu près de 52 milliards ici. Vous aurez à peu près 4% de rendement. Bof. C'est rien d'exceptionnel, 4% de rendement au prix actuel, même si vous ajoutez la croissance ici. Oui, elle verse également un dividende ici qui est croissant depuis plusieurs années, qui représente à peu près un rendement de 1,9% ici en date d'aujourd'hui.
Alors, le dividende ici, donc dividende par action ici, il est versé depuis combien de temps? Depuis très très longtemps, vu que c'est un dividende escroquerie, c'est à vous de voir ça ici. Donc, en termes de rendement ici, si on distribue la totalité des free cash flow, on pourrait avoir des rendements ici de 4%. Actuellement, on a un dividende ici de 1,19%, donc il pourrait continuer à croître. Donc, je vous ai toujours dit, faites attention, regardez le shareholder yield parce qu'elle rachète des actions. Donc, shareholder yield ici, en moyenne, on est aux alentours de combien? En moyenne. Donc, je vais prendre ma médiane tranquillement ici. Donc, sur les 10 dernières années, on a à peu près 3,75%, donc elle vous reverse en moyenne 3,75%. Attention. Sur les 5 dernières années, 3,64. Sur les 3 dernières années, 3,58. Donc, on vous reverse à peu près un rendement plus de 3,58% par rapport au free cash flow qu'on reçoit ici. D'accord? Donc, on reçoit 4%, on vous verse à peu près 3% par là. Donc, vous le recevez sous forme de dividende et sous forme de rachat d'actions. Donc, en date d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'opportunité d'investissement, en tout cas selon moi, sur cette compagnie-ci. OK? Au mieux, je vais l'attendre aux alentours de 514 $ l'action. On va me dire, oui, mais est-ce que tu vas pouvoir l'acheter à ce prix-là un jour? Comme je le dis toujours, on s'en fout, c'est pas grave. Je n'achèterai juste pas cette compagnie-ci. On passera à autre chose. Donc, je peux me permettre d'être assez capricieux et en date d'aujourd'hui, surtout quand il y a trop d'opportunités et pas assez d'argent. OK? Donc, si on prend par exemple ici les price to earning pour voir à peu près est-ce que le marché nous a gâtés par le passé, est-ce que le marché nous a donné une opportunité d'achat par le passé, vu qu'il y a des gens qui oublient généralement l'histoire, vous allez vous rendre compte que, disons que 2008 par là, on me proposait cette entreprise à 10 fois les bénéfices, 11 fois les bénéfices par là. En termes de prix ici, donc si on prend le price action ici, elle a chuté de combien à cette période-là? Rendez-vous compte que c'était par rapport, il y avait la crise du logement, enfin, c'était la crise des subprimes ici, donc ça touchait les logements ici. On va voir à peu près comment est-ce que cette compagnie ici s'est comportée à cette période-là. Donc on va aller 2008, 2008, voilà. OK. On va prendre ça ici, on va faire un petit calcul. On prend ça, change, je prends le plus haut, au plus bas, presque 41% en moins. OK? Donc, 41% en moins, qu'est-ce qu'on a eu comme PER à cette PO-là? On avait des PER aux alentours de 11% ici, 11 $, 11 fois les bénéfices ici. En date d'aujourd'hui, on me vend la même entreprise. Je dis bien la même entreprise avec un PER de, voilà, je dirais aux alentours de combien? On va se mettre ici sur les 20 dernières années, sur les 5 dernières années, un PER de 30 fois les bénéfices. Non, je ne paye pas 30 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Alors là, jamais. Vous pouvez déjà observer que du plus haut à aujourd'hui, on est déjà à combien? On est déjà à moins 42%. Il y a des gens qui ont acheté ça à 350 $ l'action. Mon Dieu, jamais de la vie. En tout cas, ça reste juste mon point de vue. Le dividende ici, il est safe, il va continuer à être versé, mais le prix d'achat ici n'est pas assez correct pour moi. On va attendre ici les 100 $ l'action avant de commencer à réfléchir. D'accord? Peut-être 150 $ l'action par là, mais on attend un prix plus bas que ça. D'accord? En tout cas, au prix actuel, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Au mieux, vous allez récupérer vos sommes de départ. Ce n'est que mon point de vue. Non un conseil d'investissement et je me réserve le droit de me tromper. En date d'aujourd'hui, j'attends encore les 114 $ l'action pour cette compagnie-ci, d'accord? Et ça, c'est sans prendre en considération la croissance. Je peux me permettre d'être capricieux. Faites-le. Soyez capricieux sur les bonnes entreprises et ne vous inquiétez pas. Le marché vous donnera au moins une opportunité d'investissement exceptionnelle sur des entreprises de qualité chaque mois. D'accord? Pas de faux mots. Chaque mois, il y a des opportunités d'investissement. Donc, votre rôle est d'être prêt à les saisir. OK? Donc, pour investir à long terme, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Donc, maintenant, ici, même si cette compagnie-ci ne m'intéresse pas, je sais déjà qu'elle a de bons chiffres, j'aime cette compagnie, donc je vais creuser un tout petit peu. Qu'est-ce qui la rend spéciale? OK? Et si l'opportunité se présente en termes de prix, je pourrai agir rapidement. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.